Alors, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Ouais. Ok, on va commencer. Alors, je crois que je suis un petit peu en retard parce que c'était 10h15. Je vous prie de m'excuser. Moi, je suis un des urologues dans le service d'urologie de l'hôpital de Rangueil qui est au-dessus de nos têtes. C'est pour ça que je suis un peu en retard, c'est parce que c'est tellement près que j'ai cru que je mettrais 2 minutes. Et bien sûr, on met toujours un peu plus de temps. C'est le docteur Green qui devait vous faire ce cours, mais il est au bloc opératoire. Voilà, ça se met comme ça, j'imagine. Je sais pas, de loin, je dois avoir un air normal, mais je trouve que de près, j'ai l'air vraiment con. Euh... Ah, ça me fait un drôle d'effet. Euh, donc, on va faire ce cours qui apparemment s'articule dans un enseignement de pathologie obstructive, si j'ai bien compris. Et donc, nous, on va parler de colique néphrétique et de la pathologie lithiasique en urologie. C'était mieux? Ah, mais j'avais vraiment l'air con quand même. C'est mieux comme ça? Là, c'est bien? Bon, pourquoi pas, écoutez, très bien. Donc, on parle de colique néphrétique et lithiase urinaire, mais ce n'est pas seulement une pathologie obstructive. Hein. Donc on va en discuter, mais en guise d'introduction, comme votre module, moi je le trouve un petit peu étrange. C'est une pathologie, bon, on va bien le définir. Donc ça, c'est le plan qui a été proposé pour vous donner ce cours. D'abord, le mécanisme de la formation et de la croissance des calculs. Ensuite, le tableau clinique des coliques néphrétiques, puisque la colique néphrétique, c'est pas en soi une maladie, c'est un syndrome. Et les autres modes de révélation de calcul. Ensuite, la nature des différents calculs. Donc ça, c'est une partie très très ennuyante. Ensuite, le bilan qu'il faut faire. Et le traitement, qui est bien sûr la partie la plus amusante. Et donc, dans le mécanisme de la formation et de la croissance des calculs, calcul qui est une maladie très très fréquente, hein. C'est presque aussi fréquent que l'hypertension artérielle, donc chacun dans vos métiers d'infirmier, vous allez rencontrer des gens qui font des calculs. Alors qu'à l'état normal, l'urine contient de très nombreux constituants cristallins maintenus à l'état soluble par une dilution suffisante et la présence de substances inhibant la cristallisation, il peut y avoir des modifications de cette homéostasie par plein de mécanismes. Mais ça, c'est une base des constituants qui sont cristallins, qui peuvent s'agglomérer, mais cet équilibre peut se modifier. Comment? Par l'augmentation de sels lithogènes dans les urines, donc des sels qui sont lithogènes, c'est-à-dire qui permettent, qui sont permissifs vis-à-vis de cette agglomération en calcul, soit parce que ces sels sont un petit peu plus excrétés dans les urines, on les retrouve en plus grande concentration dans les urines, soit parce qu'il y a moins d'urine, hein, c'est évident, et donc une diminution de la diurèse va provoquer une augmentation de la concentration de ces sels lithogènes, c'est logique, soit par modification en soi de la composition des urines, une modification du pH. Un pH acide va favoriser certaines sortes de lithiase, de calcul, notamment urique ou cystinique, alors qu'un pH alcalin va favoriser des lithiases riches en phosphate. Donc ça, on va le détailler un tout petit peu après. Hein. Et les urines infectées vont favoriser la survenue de calculs phosphaco-ammoniaco-magnésiques, on dit, en tout cas magnésium. Même moi je sais pas, donc c'est que c'est pas très important. Ensuite, des anomalies des voies excrétrices. Donc ça, c'est aussi une évidence que ça va modifier, ça va permettre la formation de calculs, puisque des anomalies des voies excrétrices vont provoquer une stase
des urines, d'une part, et cette stase elle-même va favoriser les infections. Donc vous voyez que tous ces mécanismes ils provoquent la stase, l'infection, l'anomalie de l'extractrice, la stase. Donc tout ça, ça permet l'augmentation de sels lithogènes, la concentration des sels lithogènes et la modification du pH, etc. Ensuite, il y a des facteurs génétiques. Donc ça, c'est spécialement pour l'expression de calcul de cystine. Et enfin, les facteurs environnementaux, puisque c'est bien documenté qu'il y a plus de calculs dans les pays chauds. Voilà. Le diagnostic, il se fait soit sur la découverte fortuite lors d'un examen d'imagerie abdominale. Et il y a de plus en plus de patients qui viennent chez le médecin avec des douleurs abdominales qui sont mal systématisées, c'est souvent des douleurs digestives ou que sais-je. Et ils vont bénéficier d'examens d'imagerie, que ce soit un abdomen, donc radiographie du ventre, ça s'appelle l'abdomen sans préparation, soit une échographie abdominopelvienne, soit un scanner abdominopelvien, que ce soit injecté ou sans produit de contraste, c'est pas très important. Et dans d'autres cas, des douleurs, enfin des symptômes en tout cas. Et dans ces symptômes, il y a quatre éléments à retenir. Donc les douleurs, bien sûr. On va bien détailler la sémiologie de ces douleurs tout à l'heure. Donc il y a des douleurs typiques, il y a les douleurs un peu atypiques, mais qui finalement rejoignent un peu la découverte fortuite. C'est des gens qui se plaignent de ballonnement, où ils ont un peu mal dans le dos, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, alors ils ont une imagerie. Ensuite l'hématurie, que ce soit microscopique ou macroscopique. Ensuite, les manifestations infectieuses. Donc là, vous avez un premier message très très fort qui est écrit entre parenthèses. Vous aurez les diapos, on me les a déjà demandé. Le fait qu'une colite néphrétique fébrile, c'est une urgence urologique. Donc ça, on va en reparler. Et enfin, l'insuffisance rénale, que ce soit une manifestation brutale d'une insuffisance rénale aiguë ou une insuffisance rénale chronique. Parce que ces patients insuffisants rénaux, on va chercher une cause à l'insuffisance rénale et on va notamment leur faire des examens de l'arbre urinaire à la recherche d'une pathologie organique sur l'arbre urinaire, hein, donc des calculs, des malformations, etc. Alors la colite néphrétique, c'est un syndrome douloureux, aigu, abdominal, avec une douleur qui est très intense, qui est un petit peu fluctuante, qui évolue par vagues. Le plus souvent sur la douleur, il y a des nausées et des vomissements. Une hématurie. L'hématurie, elle est souvent de contact, hein. Si on considère que c'est une colite néphrétique sur un calcul, c'est évident que les voies urinaires sont touchées. La paroi des voies urinaires, l'urothélium, il y a un calcul qui frotte contre l'urothélium, donc évidemment il y a du sang qui est libéré, enfin il y a des globules rouges qui vont passer dans les voies urinaires, c'est de contact, hein. Donc cette hématurie, on la retrouve, c'est très fréquent, 95%. Et une irradiation de la douleur en fonction du siège de l'obstacle. Et donc là, vous avez, pour ce qui concerne les colites néphrétiques lithiasiques, la place du calcul. Et selon la situation du calcul, on va avoir donc 3 sièges de calcul. En gros, hein, globalement, l'urtère, le calcul, l'obstacle est urétéral, ici, et il va être dans les 3 zones de l'urtère, qui est lombaire, iliaque ou pelvien. Hein, donc la limite, c'est le croisement de l'artère iliaque qui est là, des vaisseaux iliaques. L'urtère croise les vaisseaux iliaques et c'est habituel d'avoir des calculs autour de ça. Donc,
Si c'est un calcul qui est urétéral lombaire haut, il y a évidemment une douleur lombaire. Donc c'est vraiment très haut situé, hein. Vous savez que les reins ils sont entre T12 et L1, donc c'est très très haut. Donc ça fait une douleur donc, lombaire et une irradiation directe vers le testicule qui est liée à l'embryogénèse, puisque vous savez que la gonade est normalement fabriquée autour du rein puis descend secondairement. Donc ça c'est pour ça qu'on a une irradiation vers le testicule. Ensuite, pour les calculs urétéro-iliaques, on va être devant des douleurs du flanc, donc des douleurs un petit peu plus basses. En général, il n'y a pas d'irradiation. Et enfin, pour les calculs qui ont fait déjà un bon bout de chemin, qui sont sous l'artère iliaque, c'est une douleur pelvienne. Hein, donc, il y a une irradiation pour le coup du scrotum ou de la vulve, donc non pas de la gonade mais de la peau, hein, donc, des tissus superficiels en tout cas, scrotal ou vulvaire donc, et des symptômes vésicaux. Donc ça va jusqu'à la rétention aiguë d'urine, bon, encore que ce soit pas très fréquent. Mais voilà, retenez des symptômes vésicaux, donc c'est des gens qui vont avoir la douleur brutale bien sûr, et puis une gêne pour aller pisser, ou alors au contraire une urgenturie, donc tout un panel de symptomatologie vésicale. Et donc ça c'était pour vous dire un petit peu le symptôme selon le siège. Et quel est le mécanisme de cette douleur, de ce syndrome de colique néphrétique? C'est la mise en tension brutale des voies excrétrices par leur obstruction. Vous comprenez bien que quand il y a un calcul, comme on le voit sur ces images, qui se bloque dans les voies urinaires, le rein, lui, il vit sa vie de rein, donc il continue de fabriquer des urines. Les urines s'écoulent dans l'urtère, se bloquent au-dessus de l'obstacle, et la voie urinaire est mise en tension, et c'est ça qui provoque cette très vive douleur. C'est la mise en tension qui est brutale des voies urinaires. Et donc, là, vous avez encore sur cette diapositive des éléments de la sémiologie, de la symptomatologie, donc une douleur lombaire, unilatérale, intense, sans position antalgique, irradiante vers le flanc, la fosse iliaque et les organes génitaux externes, avec éventuellement des symptômes digestifs. C'est-à-dire colique, ça veut dire que c'est une douleur. Coliteux, c'est une douleur, c'est une symptomatologie du côlon, et colique, c'est la douleur, puisque je pense que vous allez entendre parler de la colique hépatique. Et un vieux professeur d'urologie, enfin je dis vieux, il m'entendrait, il m'en collerait une je pense, mais Monsieur Richman disait colique hépatique, colique apathique, colique néphrétique, colique frénétique, parce que les gens sont extrêmement algiques, ils n'ont pas de position antalgique, ils vomissent, ils veulent vraiment qu'on les soulage, quoi. Ils ont besoin d'antalgiques, ils ont besoin d'un traitement. Voilà. C'est la douleur qui est responsable, sur la douleur, tout simplement. Voilà, et donc ces signes digestifs qui peuvent parfois être trompeurs. Hein. On peut vous dire ah ben lui je pense qu'il a une appendicite, puis finalement sur l'imagerie on a un calcul dans les voies urinaires. Donc dans les étiologies, on va en reparler spécialement des lithiases, mais vous avez 3 éléments: les compressions extrinsèques. La voie urinaire, vous comprenez bien qu'elle peut être obstruée par 3 mécanismes. Des compressions extrinsèques qui ferment l'urtère, une pathologie pariétale de l'urtère, puisque s'il y a un champignon qui pousse dans l'urtère, c'est évident que ça peut obstruer totalement la voie urinaire et interdire le passage des urines. Ou alors un obstacle endoluminal dans l'urtère, et ça c'est souvent des calculs. Donc retenez, c'est les 3 grands mécanismes de toute façon de l'obstruction d'un canal. La compression extrinsèque, donc vous pensez facilement vous pensez à des tumeurs. La compression luminale, la compression pariétale, donc de l'urtère, ce sera souvent aussi des tumeurs de l'urtère.
Et enfin, l'obstacle endoluminal, donc là c'est beaucoup de calculs, mais ça peut également être des caillots de sang qui bloquent la voie urinaire par mécanisme endoluminal. Voilà. Ça c'est pour les causes. C'est pour vous un moyen de le retenir parce que c'est tout simple, c'est 3 mécanismes et là-dedans ça fait 3 boîtes et vous mettez dans la boîte, enfin c'est assez évident. Voilà. Alors, maintenant on va évoquer cette partie-là de nature des calculs. Donc là là vous avez 2 calculs avec un fort grossissement. Ça, il faut vous imaginer que ça fait 4 à 6 mm et c'est découpé, donc on voit bien les strates, on voit bien la position très progressive d'un agglomérat calcique qui provoque un calcul qui va aller se jeter dans les voies urinaires et provoquer l'obstruction, la colique néphrétique, etc. Ce diagramme il est intéressant pour se dire que la plupart du temps on a affaire à des calculs oxalocalciques, donc pathologie calcique. Dans 10% des cas, lithiase urique. Ensuite, la lithiase phospho-ammoniaco-magnésienne, sur laquelle j'ai un petit peu buté tout à l'heure. Les lithiases cystiniques, c'est rare, mais comme c'est une maladie génétique avec une prise en charge particulière, c'est quand même intéressant de s'en rappeler. Et enfin, les lithiases, les pathologies médicamenteuses, mais là aussi c'est assez rare. Donc dans les lithiases calciques, ces lithiases calciques, elles sont intéressantes à plusieurs titres. Donc d'abord parce qu'elles sont fréquentes, donc c'est celles qu'on rencontrera le plus, bien sûr, et aussi parce qu'elles sont radio-opaques. Donc on les verra sur des examens d'imagerie simple, comme une radiographie de l'abdomen sans préparation. Hein, un cliché, une radio du ventre. De la même façon que vous voyez les côtes, les vertèbres, l'os coxal, vous allez voir une opacité là, suspendue dans l'air rénal. Ce sera un calcul. Et donc, il y a des causes secondaires et des causes primitives. Dans les causes secondaires, on retient l'hyperparathyroïdie, puisque vous savez que la parathyroïde est une petite glande située dans le cou qui est responsable de la régulation du métabolisme phosphocalcique. Donc s'il y a un dérèglement de cette glande avec une augmentation du calcium dans le sang, une diminution du phosphore dans le sang, liée à une augmentation de la PTH, l'hormone de la parathyroïde, on va avoir une augmentation de sels calciques dans les urines, une hypercalciurie, et ça va favoriser la survenue de calculs oxalocalciques ou de phosphate de calcium. Hein, c'est simplement ce que je vous dis, hein, c'est logique, ça se déroule tout seul. Le calcium qui augmente dans le sang, augmentation de l'excrétion urinaire du calcium, agglomération du calcium, débris lithiasiques, etc., etc. Et là, ça déroule tout seul. Ensuite, dans les autres causes, l'acidose tubulaire ou l'immobilisation prolongée. Bon, ça c'est quand même vraiment à la marge. C'est vrai qu'il y a des patients alités longtemps que vous verrez dans les services qui finissent par développer des problèmes lithiasiques. Bon. Donc ça c'est pour les causes un peu secondaires. Et les causes primitives, c'est l'hypercalciurie dite sans hypercalcémie. Et là, ce sont des hypercalciuries diététiques avec des apports qui sont dérégulés, des produits laitiers en excès, ou des apports excessifs de protéines animales, de sodium et de glucose, qui vont participer de cette hypercalciurie. D'une part, diététique, puis après il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, hypercalciurie idiopathique, que ce soit familiale ou sporadique, ils vont extraiter beaucoup de calcium et favoriser la survenue de calculs de nature calcique. Et enfin, les primitives, c'est-à-dire sans hypercalciurie. Bon, alors là, ce sont par des moyens détournés. Il va y avoir une hyperoxalurie, pour le coup chez des gens qui ont un régime pauvre en calcium et forte dose de vitamine C.
une hyperuratémie, une hyperuraturie ou une hypociturie. Bon, c'est quand même plus anecdotique, hein. Retenez secondaire et primitive avec une hypercalciurie. Ensuite, dans les calculs urinaires, les lithiases uriques, qui représentent seulement 10% des lithiases, qui ne vont pas se voir sur le cliché d'abdomen sans préparation, sur la radio. Donc sur les calculs uriques, d'abord c'est l'hyperuricémie, que ce soit primitive ou secondaire. Donc vous avez les patients qui vont faire une lyse cellulaire massive, qui vont relarguer de l'acide urique, qui va être excrété par le rein, ça va provoquer des calculs. Et vous avez surtout la goutte, hein, ces gros messieurs, ces obèses qui ont de la goutte, donc qui ont des crises articulaires très douloureuses. C'est l'hyperuricémie, et cette hyperuricémie, elle provoque également des calculs urinaires radiotransparents. Voilà. Ensuite, l'hyperuraturie sans hyperuricémie. Donc ça, c'est dans le cadre de régimes riches en purine et dans les médicaments. Là aussi, c'est à la marge, hein. Dans les lithiases uriques, pour vous, ça doit vous faire penser à des patients atteints de gouttes, hein. Et puis, ils ont le phénotype, hein. C'est monsieur bien en chair, qui aime bien bouffer, bien boire, et puis... hein. Et donc, ce sont des pH acides, des pH urinaires acides inférieurs à 6. Ensuite, pour la pathologie cystinique, je vous le disais, c'est rare, mais c'est intéressant parce que c'est un profil de calcul un peu particulier. C'est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive. Et donc, c'est des gens qui se voient récidiver leurs calculs. Ce sont des maladies bilatérales, peu radio-opaques. Et quand on pose la question, on voit que c'est une famille de gens qui fabriquent du caillou. Et il faut les prendre en charge de façon un petit peu différente des autres. Ensuite, voilà, les calculs phospho-ammoniaco-magnésiens secondaires à une infection urinaire, à certaines bactéries, des bacilles gram négatifs, notamment Proteus, dans des urines alcalines. Et là, ça fait... ce sont des calculs qui sont éventuellement volumineux. On en voit pas mal chez des patients issus de pays de l'Est. À Toulouse, c'est comme ça. Et ils viennent aux urgences avec une colique néphrétique éventuellement, et on découvre un gros calcul rénal. Ou alors, ils sont déjà au stade de l'insuffisance rénale sur des calculs qui ont pris tout le rein parce qu'il y a eu des infections urinaires itératives. Donc tout ça, c'est pour la petite histoire, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir. Enfin, les calculs sur la lithiase médicamenteuse, avec certains calculs qui sont réputés pour donner certains médicaments qui sont réputés pour donner des calculs. Le Bactrim, le Diamox, le Zyloric. Bon, c'est vraiment à la marge et on n'en voit jamais. Mais bon, sachez qu'il y a des calculs d'origine médicamenteuse. Ah, ça va, c'est fini. Ensuite, le bilan. Donc, il y a tout l'examen clinique. Donc, vous allez revenir sur, vous savez, interrogatoire, examen physique. Hein, c'est comme ça qu'on va mener l'examen clinique. Les antécédents personnels, familiaux, ça va vous orienter de savoir si le patient a déjà des antécédents familiaux, hein, de calcul. Ça ne va pas être la même prise en charge. Savoir si lui a déjà reçu des traitements pour une pathologie lithiasique. Quelles sont un petit peu ses habitudes alimentaires, ce qu'il boit, ce qu'il reçoit comme traitement. Ce qu'il boit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça participe beaucoup de la survenue de calcul, hein. Nous, on le voit bien dans le service, on a plus de patients avec une pathologie lithiasique l'été que l'hiver. Les gens se déshydratent, ils boivent pas assez, et puis un calcul qui était bloqué dans le rein, qui ne faisait pas parler de lui, tombe dans les voies urinaires et provoque une colique néphrétique. Donc ça, c'est très très classique. On va faire un bilan urinaire, une bandelette urinaire, donc pour rechercher une leucocyturie, une hématurie. Leucocyturie et hématurie qui sont très fréquentes dans les coliques néphrétiques. 90-95% des coliques néphrétiques.
on va rechercher une nitriturie qui va plutôt nous faire penser qu'il y a éventuellement une infection qui se surajoute et éventuellement on fera un ECBU. Donc le CBU, c'est pas du tout... il ne faut pas le faire à chaque colique néphrétique, mais si vous avez de la fièvre ou des nitrites sur la bandelette urinaire, vous pourrez facilement faire un ECBU quand même. Hein, une analyse d'urine, une recherche de bactéries dans les urines. Ensuite, le bilan radiologique. Je crois que je le détaille un tout petit peu après, mais vous avez 3 grands types d'examens. Donc la radiographie d'abdomen sans préparation. Donc ça, c'est un examen que vous obtenez très facilement. Hein, c'est un cliché de radio. Ça recherche des calculs radio-opaques. Et l'échographie rénale, ça va apprécier la dilatation des voies urinaires et éventuellement voir le calcul. Donc ça, c'est un couple en soi. Échographie rénale et cliché d'abdomen sans préparation. Et après, il y a le scanner. Donc le scanner abdominopelvien, sans injection de produit de contraste. C'est l'examen de référence s'il y a un doute, diagnostic, QE, pardon pour la faute là. Et enfin, on vous parle d'uroscanner, mais l'uroscanner, ça veut dire que c'est un scanner abdominopelvien injecté, autant tardif, c'est-à-dire autant d'expression du produit de contraste, d'expression urinaire. Donc, c'est pas du tout un examen habituel en routine dans le cadre d'une colique néphrétique dans l'aigu. Hein. Dans l'aigu, c'est abdomen sans préparation plus échographie rénale ou scanner abdominopelvien. Je vais en reparler un petit peu de ça. Donc, dans le cadre d'une colique néphrétique typique, patient de 35 ans qui arrive aux urgences, il a mal depuis 2 heures, il se tord de douleur, il a mal dans le flanc à droite, il arrive un petit peu à faire pipi, il y a quelques urines hématiques et à la bandelette il y a une leucocyturie, une hématurie. On lui fait une imagerie dans les 12 à 24 heures suivant la colique néphrétique. Il va venir aux urgences ou chez le médecin traitant d'ailleurs, et le but c'est de traiter sa douleur, hein. C'est pas d'enlever le calcul, c'est que le patient n'ait plus mal. Donc on va faire cette imagerie dans les 12 heures, on va vérifier, on va regarder un peu le rein, savoir s'il y a une dilatation des voies urinaires, puisque c'est le mécanisme de la douleur, voir s'il y a une petite infiltration autour du rein. Là vous pouvez très honnêtement proposer le cliché d'abdomen sans préparation et l'échographie en première intention. Vous voyez bien là ? Bon, c'est un abdomen sans préparation. Moi, je vois très très bien. Je pense que vous ne le voyez pas trop mal, mais là, vous avez les vertèbres, l'os coxal, les côtes, vous le devinez. Et là, vous avez cette opacité calcique de grande taille qui se projette en regard de l'aire rénale gauche. Donc, ça ressemble fort à un calcul. Hein. Voilà, donc ça, vous avez déjà une réponse avec un simple cliché d'abdomen sans préparation. Le scanner, dans ces cas-là, effectivement, il est en deuxième intention, même si de nos jours, nous les urologues, on voit arriver à notre consultation énormément de patients avec un scanner. Parce que l'accès au scanner est très simple dans nos pays, donc on voit beaucoup de scanners. Ensuite, vous avez le cas de la colique néphrétique compliquée. Il y a une indication donc il y a 2 éléments. Il y a la colique néphrétique compliquée qui va vous faire poser l'indication d'une imagerie dans le contexte de l'urgence. Donc ça, c'est tout ce qui est détaillé ici. L'insuffisance rénale aiguë, la fièvre, hyperalgique malgré un traitement antalgique bien mené, le patient qui est oligo-anurique, moins de 300 à 500 cc par 24 heures, le patient en rein unique qui est connu pour avoir un rein unique, et le patient greffé. Bon, ça, c'est quand même aussi un peu une rareté. Donc, scanner plus ou moins injecté. Et ça, c'est l'indication d'une imagerie. Après, la colique néphrétique compliquée, c'est encore autre chose. C'est une colique néphrétique qui va nécessiter une prise en charge du calcul lui-même dans le contexte de l'urgence. Parce que chez les patients qui présentent une colique néphrétique, vous avez bien compris que le but c'était de soulager la douleur.
Mais le calcul, il est toujours là. Même si on a plus mal, il ne disparaît pas avec un peu de paracétamol. Donc il y a l'antalgie et il y a la prise en charge du calcul en lui-même. Et ce qu'on appelle colique néphrétique compliquée, c'est une colique néphrétique qui va demander de dériver les voies urinaires dans le contexte de l'urgence. Ça, c'est la colique néphrétique fébrile, la colique néphrétique hyperalgique et la colique néphrétique anurique. Donc, fébrile parce qu'on est dans une situation infectieuse, donc si les urines circulent mal, l'infection elle peut s'aggraver. Hyperalgique parce que vous comprenez bien que c'est pas envisageable de laisser un patient souffrir alors qu'on peut lui proposer une dérivation de son haut appareil. Hein. Et oligo-anurique, anurique parce que ça va faire le lit de l'insuffisance rénale aiguë, voire chronique, etc. Et donc, anurique, ça va souvent s'accompagner d'insuffisance rénale aiguë, et c'est souvent dans le contexte d'un rein unique. Hein, parce qu'un patient qui fait une colique néphrétique, il n'a pas de raison d'être anurique s'il a deux reins. Il y a un rein qui est bloqué, et l'autre côté, à moins qu'il fasse une colique néphrétique bilatérale, mais alors là, c'est aussi de la rareté. Donc, c'est évident que ces cadres, ils se rejoignent, hein, vous comprenez bien, oligo-anurique, les urines qui ne s'égoulent pas, ça fait le lit de l'insuffisance rénale aiguë, rein unique, rein greffé, oligo-anurique, et puis fièvre hyperalgique, c'est un peu différent, mais vous comprenez aussi très bien que c'est des patients qu'il faut prendre en charge par une dérivation dans le contexte de l'urgence. Ensuite, la colique néphrétique chez la femme enceinte, qui est toujours un petit peu embêtante, puisque ces coliques néphrétiques peuvent provoquer un petit raccourcissement de la grossesse. Donc, sont des coliques néphrétiques qui peuvent être lithiasiques, mais chez la femme enceinte, il y a une dextrorotation de l'utérus, donc c'est des dames qui vont présenter facilement des coliques néphrétiques du côté droit, par compression extrinsèque, par l'utérus. Donc chez ces dames, il faut privilégier en termes de diagnostic les techniques non irradiantes, donc l'échographie en première intention, et si ce n'est pas contributif, et qu'on n'arrive pas trop à faire la part des choses, est-ce que c'est vraiment une colique néphrétique, etc., on est obligé d'aller vers l'IRM, puisqu'on n'est censé pas proposer de scanner. Donc là, vous avez des clichés d'échographie. Alors, là, c'est un rein. Et vous voyez le rein, ça c'est son parenchyme normal. Et au milieu, vous voyez, vous avez deux boules noires. Noir en échographie, c'est liquidien. Donc, vous comprenez bien que ce sont les cavités rénales. Et en échographie, on n'est pas censé aussi bien les voir. Donc ça, c'est un rein qui est dilaté. Ça, c'est une image où il se passe quelque chose, mais je ne comprends pas. On a l'impression qu'il y a un tuyau, là. C'est tout gris. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on a aussi un rein. Vous voyez les contours du rein, ici. Et ici, c'est pareil. On a les cavités rénales. Et ici, on voit très très bien le piélon. Ça, c'est pas normal qu'on voit si bien le piélon. Donc là, vous avez vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'un petit peu aigu, un peu brutal, avec une dilatation des voies urinaires. Donc ça, c'est pas du tout normal. Et enfin, ici, sur cet examen qui a été fait à vessie pleine, ça c'est la vessie, on voit très bien la vessie là. On voit l'urtère qui arrive. C'est pareil, l'urtère, on ne doit pas le voir arriver dans la vessie. Et ici, il y a une petite opacité blanche. Vous la voyez, je pense, je la vois un petit peu là sur votre image, j'avoue. Et ça, c'est un calcul. Donc c'est un calcul qui a fait tout le chemin, il est bloqué tout en bas. Voilà. Et il y a effectivement un cône d'ombre ici. Bon, vous savez sans doute qu'en échographie, quand il y a un calcul, enfin quelque chose de tonalité calcique, il y a derrière un cône d'ombre, c'est-à-dire que l'échographie, les ultrasons ne sont pas réfléchis, donc derrière il y a un cône d'ombre, c'est-à-dire que l'échographie ne capte pas de signal derrière ce calcul. Donc en soi, le cône d'ombre, c'est un signe qu'il y a un calcul, même si vous ne voyez pas le calcul, mais en l'occurrence vous le voyez. Voilà. Ça, vous le verrez sur les diapos que je vous donnerai. De toute façon, vous le voyez. Puis il y a des petites flèches en plus. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, pour aller plus loin, toujours dans le diagnostic. Là, on a passé la phase aiguë. D'une manière ou d'une autre, votre patient, il a réussi à excréter son calcul. Et on va leur demander à ces patients de filtrer leurs urines.
Et donc il va émettre le calcul et il va pouvoir le garder. Et ce calcul, on peut l'analyser. Donc il y a des études physico-chimiques, c'est des études en spectrophotométrie. Voilà. Et donc ça va vous permettre de savoir un petit peu exactement la composition en calcium, en oxalate, en phosphate. Donc ici à Rangueil, il y a un service, il y a une dame qui s'occupe que de ça, qui regarde des cailloux toute la journée. Et elle nous dit quelle est la nature exactement de ces calculs. Voilà. Et enfin, toujours dans les étapes diagnostiques, mais à distance d'une poussée, enfin à distance d'une colique néphrétique, c'est le grand bilan métabolique. Et donc ça, ce sont des sont des dosages qu'on va faire dans le sang et dans les urines, dans un contexte d'alimentation et d'hydratation normal, donc dans les habitudes de vie, dans les circonstances habituelles du patient. C'est évident que si vous demandez à votre patient de boire 3 litres par jour et d'arrêter les produits laitiers, etc., vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe dans sa vie habituelle puisque vous avez modifié ses habitudes. Donc il faut le faire dans un contexte normal. Vous avez besoin d'en gros 3 jours. Dans le sang, vous faites une prise de sang avec la protidémie, la calcémie, la phosphorémie, phosphatase alcaline théoriquement, l'uricémie, l'ionogramme avec les bicarbonates. Dans les urines de 24 heures, donc vous demandez à votre patient de conserver 24 heures d'urine, de 8 heures à 8 heures du matin. Calciurie, phosphaturie, uraturie, créatininurie et ionogramme urinaire. Et enfin, sur les urines fraîches, le pH urinaire. Donc ça va aussi vous permettre de statuer sur l'acidité ou le fait que les urines soient trop alcalines. Donc ça va être plein d'indicateurs pour une prise en charge ultérieure des calculs, notamment dans le cadre de la récidive. Parce que vous comprenez bien qu'un patient qui a une colique néphrétique, il n'a pas du tout envie d'en refaire une. Donc la prise en charge dans le contexte de l'urgence, donc vous avez la prise en charge diagnostique que je vous ai détaillée déjà un peu tout à l'heure. Donc vous recherchez le calcul, vous interrogez votre patient, vous l'examinez, tout ça, là, l'imagerie éventuellement. Ensuite, vous allez placer le patient en restriction hydrique tant qu'il y a une douleur. Quand il a pas mal, il n'y a pas de restriction hydrique, c'est pas indiqué. Ensuite, il va recevoir des antalgiques, palier 1, voire donc palier 1 et anti-inflammatoire, non stéroïdien, comme du kétoprophène. Éventuellement, donc palier 1, paracétamol, éventuellement de la morphine. On va facilement à la morphine quand les gens consultent aux urgences en titration. C'est censé soulager assez rapidement. Et on élimine les formes compliquées. Parce que les formes compliquées, ça relève d'une prise en charge du calcul dans le contexte de l'urgence. C'est ce que je vous disais. Donc c'est la colique néphrétique anurique, fébrile ou hyperalgique. Donc là, c'est un patient qui va nécessiter une hospitalisation et une prise en charge dédiée urologique. On fait le bilan dont on a un peu déjà parlé, la bandelette urinaire, la créatinine, ça nous permettra de savoir s'il y a une insuffisance rénale, l'urée, bien sûr, l'uricémie, l'ionogramme et la calcémie. Ensuite, le traitement. Traitement de la colique néphrétique, ça a été dit dans la diapositive précédente. Les anti-inflammatoires par voie intraveineuse ou intramusculaire, parce que votre patient éventuellement il vomit ou il va vomir. Surtout si en plus vous ajoutez de la morphine, il y a toutes les raisons de vomir. Et le tamisage des urines à la recherche des calculs. Donc vous avez bien compris que ça c'est le traitement de la douleur. Hein. Je vous le redis, mais traitement de la douleur c'est une chose, mais il faut le séparer du traitement du calcul en soi. Une fois que vous avez laissé passer la douleur, le calcul il va pouvoir vivre sa petite vie et descendre dans l'urtère pour éventuellement partir de lui-même dans les voies urinaires. Une fois qu'il est allé dans la vessie, de la vessie vers l'extérieur, normalement l'urètre, ça pose pas trop de problèmes et les calculs ils passent toujours dans l'urètre. Pour ça qu'on tamise les urines. En revanche, les calculs passent pas toujours dans l'urtère qui est un conduit bien plus fin. Donc les calculs de moins de 5 mm, habituellement il y a une expulsion spontanée qui se fait avec une cure de diurèse, un petit peu d'anti-inflammatoire, des antispasmodiques. Normalement, ces petits calculs, ils s'éliminent tout seuls.
C'est en tout cas ce que vous devez retenir parce que c'est vraiment le cas général. Donc là, vous avez un travail de recherche depuis des données de plusieurs séries qui donnent en fait la probabilité de la nécessité d'une prise en charge dédiée chirurgicale et le nombre de jours médians avant que le calcul soit évacué. Donc ce que vous donne ce travail de recherche qui est quand même assez rigolo, c'est que les petits calculs passent plus rapidement que les gros. Bon, et que plus on a un gros calcul, plus il va falloir intervenir. Ensuite, sur les calculs qui font plus de 6 mm, ou dans le contexte de l'urgence, mais c'est différent, je vous l'ai dit, c'est le traitement en urgence devant une infection, une hyperalgie ou une anurie. Donc ça va relever d'un traitement chirurgical. Donc, la prise en charge dans le contexte de l'urgence, elle est endoscopique, c'est-à-dire qu'on met en place par voie rétrograde une sonde double J entre le rein et la vessie. Et après, la prise en charge hors du contexte de l'urgence, il y a plein de modalités, on va les détailler. Pour les calculs qui sont de nature urique, même s'ils sont de gros calculs, ils peuvent être dissous grâce à une alcalinisation des urines. Il faut obtenir un pH urinaire qui est supérieur à 6. Donc là, ça vous donne un petit peu les options que vous avez quand vous voulez traiter des calculs hors du contexte de l'urgence. Donc là, on sort un petit peu de la colique néphrétique, mais c'est pour vous dire pour les options thérapeutiques pour la pathologie lithiasique. Vous allez avoir plusieurs grandes voies. La NLPC, la néphrolithotomie percutanée. Donc, néphrolithotomie, ça veut dire lithos, c'est le calcul. Donc, néphrolithotomie, c'est aller casser du caillou dans le rein. Et percutanée, ça veut dire qu'on va passer par la peau. Donc, dans le dos, on va aller prendre contact avec le rein directement, avec les voies excrétrices, par la peau. Donc, ça, c'est intéressant pour les gros calculs du haut appareil. Des gros calculs rénaux. Tout à l'heure, on a vu une opacité calcique, là. Ça, on a bien l'impression que c'est un calcul qui est bloqué dans le rein. Et on a l'impression que si on allait le chercher directement par la peau, eh ben, on irait le chercher facilement. Donc ça, c'est la NLPC. La lithotricie extracorporelle, ça veut dire casser du calcul, mais en extracorporel, c'est-à-dire par l'application d'ondes de choc à l'extérieur. Donc, on applique des ondes de choc et ça casse du caillou. Donc ça va pouvoir être utilisé sur des calculs du haut appareil, mais aussi des calculs urétéraux. Donc c'est également très intéressant, on va le détailler un petit peu. Ensuite, l'urétéro-rhénoscopie, l'urétéroscopie ou l'urétéro-rhénoscopie. Donc là, ce sont les techniques endoscopiques. On passe dans les voies urinaires, par les voies naturelles. On va pouvoir les utiliser, ces techniques d'endoscopie, pour les calculs du haut appareil, comme les calculs de l'urtère, et traiter donc à la vue, on voit ce qu'on fait. Et enfin, la célioscopie. Mais la célioscopie, en France en tout cas, on s'en sert pas trop. En France, on fait beaucoup d'urétéroscopie et de NLPC, éventuellement un petit peu de LEC, mais on fait pas trop de célioscopie. Célioscopie, ça consiste à aller dans le ventre, on met des trocars, on gonfle le ventre, on met la caméra, les instruments, et on va chercher dans les voies urinaires in situ les calculs. En France, on le fait pas trop, mais ça peut être une option à proposer. Et tout ça, vous comprenez bien que ça va dépendre du volume du calcul, de la composition, de la localisation, et comment est la voie excrétrice. Donc, tout ce zinzin, ça vous détaille le fonctionnement de la LEC, la lithotricie extracorporelle. Donc, là, c'est la machine de LEC, c'est ce petit boîtier qui est recouvert d'un film plastique qui envoie des ondes de choc en un seul point, par le milieu. Donc, ce zinzin est ici, sous le patient. Il est placé, en fait on ne le voit pas parce que il y a... Mais voyez ici le truc orange, c'est ça.
hein. Ça, c'est le patient est mis sur une table, comme ça. Alors, je vous garantis que c'est pas toujours des jolies jeunes filles qui sont en maillot de bain allongées comme ça, de façon sensuelle. C'est plutôt les vieux messieurs dégueux. C'est vrai que c'est toujours des photos avec des mannequins, mais vraiment, les mannequins, ils n'ont jamais de calcul. Enfin, nous, à Rangueil, on n'en a pas, en tout cas. Et, euh, et donc, on les place sur cette table d'examen qui, vous voyez, il y a un arc de cercle, elle est trouée, la table d'examen. Ça permet d'avoir le flanc qui est libre et de pouvoir aller poser sur le flanc la petite machine qui va dispenser des ondes de choc. Là, vous avez un appareil de scopie. Donc, c'est un appareil un peu miniaturisé qui va permettre de faire de la scopie en temps réel pour situer exactement le calcul. Et enfin, vous avez aussi un appareil d'échographie qui est disponible. Donc en fait, la lithotricie extracorporelle, comment ça se passe très concrètement? Vous avez un calcul qui est redevable d'un traitement par lithotricie extracorporelle. Donc disons un calcul rénal qui fait moins de 2 cm, qui fait 1 cm. Là, c'est une bonne indication de traitement par lithotricie extracorporelle. Il est évident qu'il faut que le calcul soit visible, parce que je vous ai dit que cet outil était assez précis. Donc si vous tapez avec un outil précis sur le pôle supérieur du rein alors que votre calcul est au pôle inférieur, ça ne va jamais traiter votre calcul. Et le patient il va venir plusieurs fois, il ne va pas être très content de votre traitement. Donc il vous faut voir le calcul. Il faut qu'avec la scopie ou l'échographie, vous puissiez voir le calcul. Donc vous comprenez que le calcul doit être radio-opaque. Pour ça que tout à l'heure je vous disais radio-opaque, pas radio-opaque. Pour ça que c'est important, c'est parce que ça va modifier le traitement. D'accord ? Donc, votre patient, vous l'installez sur la table, vous repérez le calcul. Après, les tables, vous pouvez les déplacer le truc pour que ça fixe vraiment sur le calcul. Et après, on envoie des ondes de choc. En gros, c'est une séance qui dure 1 heure et c'est assez bien toléré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sans anesthésie. Donc, le patient, c'est quand même assez léger comme traitement finalement. En tout cas, c'est simple à supporter. Et si le calcul est radio-opaque, vous rendez vraiment service au patient. Et donc le calcul va être transformé en une poudre très fine qui va pouvoir s'évacuer dans les urines, tout simplement. Les limites de ce traitement, ce sont les calculs qui ne sont pas radio-opaques. Et ça vous interdit un petit peu de savoir la nature du calcul, parce que c'est sûr que si vous avez un gros calcul de 1 cm, si vous l'extrayez d'une autre façon que ça, vous allez pouvoir avoir la nature du calcul. En revanche, si vous le traitez en lithotricie, le calcul, c'est plus qu'une poudre fine, donc il est plus analysable. Son ultrastructure, sa nature exacte, vous ne pouvez pas le récupérer, donc c'est sûr que vous perdez de l'information, mais vous avez rendu un service au patient, donc c'est quand même vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez les techniques d'endoscopie. Donc ça, nous, les urologues, on aime bien. Ça on aime bien aussi, mais ça c'est plus rigolo. Donc les techniques d'endoscopie, il y a 2 choses. Il y a le contexte de l'urgence où vous allez dériver votre patient. Je vous l'ai dit, il y a 3 contextes où on dérive les patients dans le contexte de l'urgence. C'est la fièvre, patient hyperalgique ou patient anurique. Et donc vous lui mettez une sonde double J, donc vous endormez votre patient, enfin l'anesthésiste vous endort votre patient. Vous entrez dans la vessie, vous trouvez les 2 méas urétéraux, vous vous portez du côté malade, bien sûr, vous ne mettez pas une sonde de l'autre côté, encore qu'il y ait des gens qui l'aient fait. Et vous mettez ce petit tuyau qui est une sonde double J, qui a un calibre très fin et qui va, si le calcul est par exemple ici, se positionner à côté du calcul. Et les urines vont pouvoir passer à l'intérieur de la sonde et aussi autour, parce que la sonde va permettre une relaxation des fibres lisses du muscle qui recouvre la paroi de l'urtère. Et donc ça va permettre le passage des urines et éventuellement bien sûr le passage du calcul. Donc ça c'est le contexte de l'urgence. Après vous avez le contexte hors de l'urgence, c'est pour les patients chez qui il y a eu une colique néphrétique qui a mené au diagnostic de calcul et des calculs que vous allez devoir prendre en charge, sinon ils vont refaire des coliques néphrétiques. Donc ça, c'est les urétéroscopies et les urétérorénoscopies. Les endoscopes pour aller dans l'urétère et le rein, donc urétéroscope, ce sont
c'est un appareil qui est rigide. Vous voyez, ça ressemble un peu à une épée là. C'est très fin, ça monte dans l'urtère, c'est rigide. Et quand on veut monter dans le rein, on doit s'appareiller d'un urétéro-rhénoscope. C'est un machin qui est souple et qui au bout permet de faire une béquille. Vous pouvez totalement béquiller, hein, c'est écrit ici, là, c'est décrit. Vous pouvez totalement béquiller le bout. Vous avez une commande à la main et vous pouvez vous balader dans toutes les voies urinaires. Parce que c'est évident qu'avec un truc comme ça, vous pouvez regarder devant vous, mais vous ne pouvez pas regarder derrière vous, au-dessus, sur les côtés, gauche et droite. Donc avec ça, vous pourrez voir toutes les cavités rénales. Voilà, donc ça, c'est les deux instruments qu'on utilise pour aller en endoscopie. Alors, globalement, avec l'urétéroscope et le rhénoscope, vous pouvez traiter un petit peu tous les calculs. Vous pouvez retenir qu'on peut traiter tous les calculs. Les gros calculs du rein, on va préférer la néphrolithotomie percutanée. Pourquoi? Parce que on ne va pas passer dans l'urtère. Vous avez compris que l'urtère, c'était un tuyau qui était plutôt fin. Et donc, si vous avez un très gros calcul dans un tuyau très fin, ben, le moyen que vous avez de passer un très gros calcul à un tout petit calcul pour qu'il passe dans un tuyau très fin, hein, vous me suivez, vous comprenez que ça va vous prendre plus de temps, plus d'énergie, qu'éventuellement vous allez abîmer l'urétère. Donc vous comprenez que c'est intéressant de passer par un tuyau plus épais. Et les tuyaux du néphroscope, qui sert à la néphrolithotomie percutanée, sont plus épais, donc vous pouvez traiter des calculs plus gros. Vous me suivez jusque-là? En urologie, c'est très simple, c'est des histoires de calibre, de tuyaux qui vont dans d'autres tuyaux, donc normalement ça s'intègre assez bien. Donc je vous disais, l'urétéroscope, c'est pour l'urtère, pour les calculs urétéraux, et l'urétéro-rhénoscope, c'est pour les calculs du rein. Alors, là, vous avez une vision in situ, donc ça c'est ce que nous on voit au bloc opératoire. Vous avez des calculs qui sont en train d'être traités. Alors, quand vous arrivez dans un rein et qu'il y a un calcul, bah, vous avez deux solutions. Soit vous attrapez le calcul, vous prenez une pince panier qui se déploie dans le rein et dans lequel va se glisser le calcul. Soit vous voyez que votre calcul il fait 1 cm et qu'il ne passera pas dans l'urtère. Comprenez bien que s'il ne passe pas dans l'urtère, ben, il ne faut pas le descendre comme ça. Il faut le fragmenter. Et pour le fragmenter, on utilise des lasers. Voilà, des lasers qui vont fragmenter le calcul. Et donc là, vous voyez la tige d'un laser qui est en train d'arriver sur les calculs. Et l'application d'une énergie laser permet la fragmentation de ce calcul. Une fois que vous avez utilisé ce laser pour fragmenter les calculs, vous pouvez utiliser une petite pince panier, retirer des fragments et les envoyer en analyse. Vous voyez, la démarche par rapport à la lithotricie extracorporelle, elle est un petit peu différente. Vous allez avoir des fragments, et donc c'est intéressant. Vous allez pouvoir savoir de quoi souffre votre patient exactement et proposer du coup des thérapeutiques adaptées pour lutter contre la récidive. Enfin, la néphrolithotomie percutanée. Donc là, il faut faire un trou dans la peau du patient, dans le dos. Donc c'est la ponction du rein. Après, vous dilatez le rein. Vous comprenez que vous passez carrément dans le parenchyme du rein. Là, hein. Donc il faut aller dans les cavités rénales, au travers du parenchyme rénal. Donc c'est la dilatation. Hein. Il faut dilater un peu le parenchyme rénal parce qu'il n'est pas du tout fait pour faire passer un tuyau comme ça. Là. Et ensuite, vous fragmentez les cailloux et puis vous les récupérez. Donc ce que je vous disais, hein, c'est intéressant parce que le tuyau là est un peu plus épais, donc vous pouvez traiter des plus gros calculs. Bon voilà, je pense que là vous avez déjà beaucoup d'infos sur toutes les thérapeutiques. Ensuite, donc, première étape, c'est le traitement de l'urgence. Vous traitez la douleur, vous traitez éventuellement dans l'urgence le caillou en mettant une sonde de double J. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, vous revoyez votre patient, vous discutez avec lui, vous traitez le caillou. Et après, un jour, votre patient, il n'a plus de calcul. Mais qui a fait un calcul refera un calcul. C'est bien le problème. Donc, il faut essayer de traiter la récidive. Donc, un des grands axes du traitement de la récidive des calculs, c'est la cure de diurèse. Donc, dans la prévention de tous les calculs, il faut demander au patient de boire 2 litres par jour. Alors le type qui a fait une colique néphrétique, de toute façon vous pouvez tout lui demander. Il a eu tellement mal, il a tellement eu peur, de toute façon il va le faire.
2 litres par jour, mais aucun problème. Répartis sur toute la journée, avant de se coucher. Bon, ça, c'est une mesure un peu évidente, mais ce que je vous disais au tout début, hein, diminution de la diurèse, augmentation des sels litogènes dans les urines, calcul, problème. Et ensuite, suivant le type de calcul, donc je vous ai expliqué qu'il y a des calculs alcalins, acides, des eaux peu ou beaucoup, donc peu minéralisées ou alcalines. Bon. Diminuer, donc éviter la prise de certaines boissons en quantité, notamment la bière qui augmente l'acide urique, le thé, bon bah chacun ses excès, hein, et les boissons alcoolisées et les jus de fruits qui augmentent la calciurie. Bon. Ça je sais pas, mais je pense que vous êtes obligé de l'apprendre par cœur parce que c'est quand même pas très évident. Alors il y a 2-3 diapos sur par calcul. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais pour les lithiases calciques, l'idée c'est d'éviter les boissons trop riches en calcium, notamment l'épar et la Contrex. Préférer les eaux pauvres, c'est la Volvic. Et sinon les eaux avec une quantité modérée de calcium et viande Vittel. Bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les marques par cœur, je pense, hein, mais retenez boissons trop riches en calcium, c'est relativement évident. Si vous arrivez à faire la preuve de la présence d'une hypercalciurie, vous pourrez proposer aux patients d'éviter les apports excessifs en calcium, le cut-off étant 1 gramme par jour. C'est dans les protéines animales, dans le sodium, et après c'est les sucres et l'oxalate. L'oxalate, c'est une molécule qu'on va retrouver notamment chez les grands mangeurs de chocolat, ce genre de choses. L'hypercalciurie, on peut la contrôler, et s'il y a un échec de prise en charge sur les règles hygiéno-diététiques, les apports excessifs en sel, en sodium, les boissons, etc., on peut proposer des médicaments qui sont les diurétiques thiazidiques qui vont diminuer un petit peu cette hypercalciurie. S'il y a une hyperoxalurie, il faut éviter, donc moi je vous ai parlé du chocolat, mais c'est tous ces aliments, l'oseille, l'épinard, la rhubarbe, les betteraves, les asperges, le cacao, le chocolat, le thé. Bon, honnêtement, je pense que si vous retenez le chocolat, bon, c'est très très bien. Ensuite, l'hyperuraturie, les aliments qui sont riches en purine. Donc ce sont voilà, les abats, le gibier, les poissons séchés et la bière. Et l'hypocitraturie sont des patients qu'on peut supplémenter en citrate de potassium, que ce soit dans des boissons ou dans des comprimés. Les lithiases uriques sont des régimes pauvres en purine. Mais là, encore une fois, je vous ai dit que c'était les grands mangeurs, donc c'est une prise en charge globale. Enfin, les grands mangeurs, les mecs qui aiment bien vivre, quoi. Là, il faut proposer une alcalinisation des urines, éventuellement un traitement d'allopurinol. Et donc, c'est des patients chez qui il faut proposer de boire des eaux pour obtenir un pH supérieur à 6. Donc, l'eau de Vichy, Célestin, voilà. Donc, soit l'eau de Vichy ou alors des capsules de bicarbonate, parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est dégueulasse l'eau de Vichy. C'est vrai que c'est pas très très bon d'ailleurs. Voilà. Les calculs cystiniques, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce sont ces patients qui ont des maladies héréditaires avec des maladies qui des calculs qui reviennent souvent, qu'il faut traiter par alcalinisation des urines. Mais là, il faut être encore plus exigeant sur le pH parce qu'on sait que c'est des gens qui vont refaire des calculs. Et il faut obtenir des diurèses c'est des gens qui boivent 4 à 6 litres par jour, hein, donc avec des très très fortes diurèses. Enfin, les calculs de phosphoammoniaco-magnésien, donc là, il faut réussir à stériliser les urines, donc réussir à arrêter les infections et réaliser l'exérèse complète des calculs. Donc, en pratique, l'examen clinique et l'examen des urines, le LAB-6, donc la bandelette urinaire, affirmer la distension des voies excrétrices, puisqu'un patient qui a une colique néphrétique, il a les voies urinaires qui sont bloquées, donc qui sont distendues, donc on peut l'apprécier, échographie ou en scanner. On précise le niveau, la nature de l'obstacle et la nature du calcul éventuellement, puisque vous avez compris que ça allait modifier la prise en charge thérapeutique ultérieure. Et on évalue le retentissement sur le rein, puisqu'il y a encore des patients chez qui
les pathologies lithiasiques sont responsables d'insuffisance rénale. Voilà. Et donc tout patient porteur de calcul doit être surveillé pour éviter la survenue de complications graves à long terme. C'est mon take-home message. Voilà, j'ai fini. Merci. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais je laisse le diaporama. Et retenez bien ce que je vous ai dit, ça doit se dérouler tout seul. Il est simple, hein, ce cours, donc ça ne doit pas poser de problème.